Ok, ça marche. Parce que ça, c'est sûr, c'est quand même important. Sinon, les modes d'amortissement, c'est sûr, c'est important, mais une fois qu'on les sait, on les sait. Mais je pourrais au pire les revoir avec vous. Sinon, à part de ça, avec la méthode, du coup, il y a aussi le test de dépréciation, qui c'est sûr que ça va être questionné. Puis, à part de ça, ouais, il y a les subventions aussi, c'est vrai. Il y a les subventions. Ok. Fait que, mettons, ouais. Fait que, ouais, pas de stress. Toi, Khouloud, tu te débrouillais comment avec les échanges d'immobilisation corporelle? Tu trouves ça comment? Ok. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Ok, parfait, on va faire ça quick. Fait que dans le fond, ici, le P32, la situation, c'est que on a Dion IT, l'entreprise Dion IT. Puis dans le fond, l'énoncé, ça dit ce serait quoi l'écriture que Dion a ferait dans ses livres si elle échangerait, par exemple, sa machine avec Biard. Puis ça, c'est le scénario 1. Si le scénario 2, c'est si Dion il échangerait plutôt avec Delta, que dans le fond, Dion il donne encore une fois sa machine, mais il recevrait de la part de Delta un camion en échange, plus que Dion il va devoir donner 5000 en trésorerie en plus. Ce serait quoi l'écriture dans le livre de Dion? Puis troisième scénario, c'est encore une fois dans le livre de Dion. Ce serait quoi l'écriture pour l'échange si lui il donne une machine, mais que cette fois-là il transige plutôt avec Parquité, puis que Parquité il donne une nouvelle machine plus performante. Fait que dans le fond, on va commencer par faire le scénario numéro 1. Fait que Dion, IT, il va échanger avec Biard IT. Fait que Dion IT, qu'est-ce qu'il donne le 7 juillet 2003? Qu'est-ce que nous on donne? Dans le fond, le truc avec les échanges, c'est toujours, ben, avec les sessions aussi, c'est toujours comptabiliser qu'est-ce que moi, je cède à l'autre partie. Qu'est-ce que je cède à l'autre? On commence par comptabiliser qu'est-ce que je cède. Fait que moi, je suis Dion. Qu'est-ce que je cède à Biard? Pour le scénario 1, ça va être avec Biard. Fait que moi, dans le fond, je cède une machine. Puis, that's it. Il n'y a aucun des deux qui va débourser de l'argent. Fait que moi, je fais juste donner une machine, puis l'autre, il va me donner un terrain en échange. Fait que moi, je dois céder une machine. Fait que quand je cède un émo qui est amortissable, je dois créditer le coût historique. Fait que le coût initial du bilan, c'est ça qu'on veut dire par coût historique. Je dois débiter l'amortissement cumulé aussi. Puis créditer le coût historique, débiter l'amortissement cumulé, ça fait en sorte que je sors l'IMO de mon bilan. C'est ça qu'on veut. On l'a plus, on veut sortir du bilan. Ouais, fait que si tu veux t'essayer, dans le fond, toi, tu ferais quoi? T'es Dion, tu donnes une machine, comment tu décomptabilises ta machine? Fait que tu as des données ici, 175 000 le coût, 85 000 l'amortissement cumulé. Ouais, mais dans le fond, si mettons, ouais, mais si tu veux te pratiquer, mettons, si toi tu donnes la machine, qu'est-ce que tu ferais, mettons? Ouais, exact, exact, ouais. Parfait. Fait que là, dans le fond, ça, c'est la première étape. C'est vraiment, on décomptabilise, c'est ce qu'on nous donne. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que nous, on reçoit de la part de Biard, c'est un terrain. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit se demander, c'est est-ce que l'échange est avec substance ou non? Si l'échange est avec substance, si c'est le cas, l'actif qu'on reçoit, on va le comptabiliser à sa juste valeur. Puis si c'est pas avec substance, on va le comptabiliser à la valeur comptable de la transaction. Fait que si je te dis qu'on échange une machine contre un terrain, est-ce que ça serait avec ou sans substance commerciale? Dans le fond, dans le fond, les indicateurs que un échange est avec substance commerciale, ça serait si par exemple les actifs qui sont échangés sont de nature très différente, ils amènent un avantage économique qui est très distinct, qui vont, par exemple, qui vont amener des flux de trésorerie d'une manière échelonnée sur le temps d'une manière différente, d'un montant différent. C'est par là, ici, on donne une machine, on reçoit un terrain. Ben, une machine, ça va produire des avantages économiques très différents d'un terrain, puis sur une durée de vie très différente aussi. Fait qu'on dit qu'il y a une substance commerciale à cause que les actifs échangés sont d'une nature très distincte et avec une valeur très distincte aussi, en règle générale. Ouais,
c'est un des critères pour dire qu'il y a une substance commerciale. Puis un autre des critères importants pour dire qu'il y a une substance commerciale, c'est s'il y a un des deux parties qui donne une contrepartie monétaire en plus de son actif. C'est un signe qu'il y a une substance commerciale, mais ici, même s'il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'argent qui est donné d'aucun des deux bords, ben les actifs sont échangés, sont très différents dans leur nature. Fait que, en résumé, c'est ça, c'est qu'ils vont produire des flux de trésorerie très différents sur une période très différente, fait que oui, une substance commerciale, c'est des actifs qui sont très distincts. Fait que dans le fond, la conclusion, c'est, vu qu'il y a une substance commerciale, ça veut dire que l'actif que je reçois de l'autre, je vais le comptabiliser à la juste valeur. Fait que dans le fond, moi, je reçois un terrain de billard, puis le terrain de billard, il y a une juste valeur de 75 000. Fait que comment tu comptabilises le terrain que tu reçois? Exactement, ouais. Parfait. Fait que ça, dans le fond, c'était pour le premier. Puis dans le fond, le travail à faire dans les échanges, c'est tu décomptabilises l'actif que tu donnes. Fait que c'est vraiment créditer le coût, débiter l'amortissement accumulé. Puis après ça, pour l'actif que tu reçois, c'est vraiment de demander est-ce qu'il y a une substance commerciale ou non. Si oui, ben on va le comptabiliser à sa juste valeur. Sinon, s'il n'y a pas de substance commerciale, ben on va égaliser les débits crédits. Ça s'appelle à la valeur comptable. Mais ici, t'as raison, c'est bien 75 000. Oui, Ariel? Là, il faudrait voir s'il y a un écart aussi. Uh-huh. Ouais. 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 Oui, elle a raison. Oui, ton enseignante a raison. L'exercice du MGBDL, ils vont pas jusque-là, mais ton enseignante a raison. Ouais. C'est vraiment, dans le fond, c'est ton enseignante a raison, mais c'est une question de logique aussi. Si, mettons, tu reçois un terrain, bien, idéalement, s'il y a une substance commerciale, tu prendrais la juste valeur du terrain. On veut comptabiliser les choses au montant qui est le plus représentatif de leur avantage économique. Fait que si la juste valeur sur le marché pour le terrain, c'est 75 000, ben on va pas prendre la juste valeur, mettons, de notre actif. C'est plus fiable de prendre faut prendre la juste valeur qui est la plus fiable, dans le fond. Fait que ton enseignant a raison, mais le MGBDL, il va pas jusque-là. Ouais. Mais si attends, tu veux faire, mettons, l'écriture, puis s'il n'y a pas de substance commerciale? Ok. Ok, on va le faire tout de suite après. Fait que, juste finir celle-là. Fait que là, mettons, là, on a comptabilisé l'actif reçu à sa juste valeur, 75 000. Là, on a 85 000 amortissements accumulés. Crédit, 175 000. Fait que là, il faut se demander, est-ce qu'il y a un écart entre les débits crédits? C'est la dernière étape. Si oui, ben on veut égaliser l'écriture, puis ça va être soit un profit ou une perte. Fait que là, dans le fond, 75 000 plus 85 000, ça revient à 70 000 plus 90 000. Fait que 160 000, 7 plus 9. 160 000 au débit. 175 000 au crédit. Fait que là, il y a 15 000 de plus au crédit en ce moment. Fait que pour égaliser l'écriture, la troisième étape, il faut rajouter un montant au débit pour égaliser l'écriture. Fait que dans le fond, c'est 15 000 qu'il faut rajouter pour que ce soit 175 000 chaque barre. Puis quand la plug est au débit, ben c'est une perte sur aliénation. Puis ça s'en va au résultat net. Si ça avait été au crédit, qu'on avait mis le montant pour plugger, pour faire balancer l'écriture, ça aurait été un profit sur aliénation. Fait qu'on a terminé l'écriture avec substance commerciale. Puis si, mettons, c'était sans substance commerciale, alors là, l'écriture, ben c'est sûr que l'actif qu'on décomptabilise, c'est pareil avec ou sans substance. Fait que ça change pas. Qu'il y ait une substance ou non, dans le fond, l'actif qu'on donne, on crédite le coût, on débite l'amortissement accumulé, ça n'a pas rapport avec la substance commerciale. Fait que crédit machine, le coût, débit à mort cumulé. Fait que ça, c'est tout le temps la première étape. Pourquoi c'est la première étape? Ben, c'est pareil que ce soit avec ou sans substance. Fait que c'est la première chose qu'on fait tout le temps. 85. 175. Là, maintenant, vu qu'il n'y a pas de substance commerciale, l'enjeu, c'est l'actif qu'on reçoit. Ben, on ne peut pas comptabiliser à la juste valeur, il n'y a pas de substance. Fait qu'on va le comptabiliser à la valeur comptable de la transaction. À la valeur comptable. Fait que c'est quoi ça, à la valeur comptable?
Dans le fond, c'est quoi la contrepartie qu'on a cédée, la valeur nette? Ben, on a 175 000 puis 85 000 qu'on a supprimé. Fait qu'au net, dans le fond, la valeur comptable de la machine qu'on a donnée, c'était 175 000 moins 85 000. Fait que dans le fond, on avait une valeur comptable nette de 90 000. Fait que c'est ça qu'on fait. On a cédé 90 000 en valeur de contrepartie. Avec la méthode valeur comptable, ben on fait juste donner la même valeur à l'actif qu'on reçoit. Fait que ça va être 90 000. Puis dans le fond, quand il n'y a pas de substance commerciale, puis on prend la valeur comptable pour l'actif reçu, dans 90% des cas, il n'y aura pas d'écart entre les débits crédits, il n'y aura pas de profit ou perte. Mais si y a un écart, ben ce sera, on va comptabiliser la perte, mais on n'a pas le droit de comptabiliser les profits sans substance commerciale. Fait, en résumé, il n'y aura pas d'écart normalement entre les débits crédits quand c'est sans substance commerciale, parce que l'actif reçu, il permet de faire balancer l'écriture dans le fond. Je ne sais pas si vous m'avez suivi pour cette partie-là. Ok, parfait. Fait que si, mettons, on peut en faire, mettons, 1, 2 encore. Je sais que, en tout cas, le dernier est difficile, mais peu importe. Fait que, mettons, le deuxième. Entre Dion et Delta. Fait que nous, dans les livres de Dion encore, nous, on donne la machine. Encore une fois, en bleu, ça va être pareil. Sauf que là, on reçoit de Delta un camion. Puis en plus de recevoir l'équipement de Dion, Delta, il veut que Dion, il donne 5 000 en plus de sa machine. Fait que nous, on va donner la machine. Puis en plus, on va donner crédit caisse 5 000. Fait que je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut l'essayer, sinon je vais pouvoir le faire. Ouais, ça peut être une bonne pratique, ça. Ok. Fait que sinon, au pire, je peux y aller. Fait que je vais y aller par étapes. Ok, pas de stress. Fait que, dans le fond, là, on pourrait se demander premièrement, est-ce qu'il y a une substance commerciale ou non? Ça va être fait. Ben oui, une substance commerciale, on échange une machine contre un camion. Ben on s'entend qu'une machine puis un camion, ça amène des avantages économiques très différents sur une période très différente, ils ont une durée de vie différente. L'utilisation, les actifs sont très différents, fait que oui, on échange des trucs qui sont assez significativement différents pour qu'il y ait une substance commerciale. Puis il y a 5 000 en plus de trésorerie. C'est pas beaucoup, mais ça fait juste comme accentuer le fait qu'il y a une substance commerciale. Fait que nous, on est Dion. Fait que premièrement, qu'est-ce que je donne? C'est toujours la première chose. Fait que je vais le faire en bleu encore une fois. Fait que je donne une machine. Fait que je crédite le coût de la machine. Je débite l'amortissement cumulé. Fait que toujours pareil dans le fond. Sauf que là, dans ce scénario-là, en plus, je donne 5 000 cash. Fait qu'en plus, je vais rajouter un montant en dessous pour crédit caisse 5 000. On donne 5 000 en plus. Fait qu'en bleu, c'est qu'est-ce que moi je donne à Delta. C'est la même chose à chaque scénario, sauf ici la trésorerie en plus. Puis là, ensuite, étape 2, l'actif que je reçois de Delta, ben on sait qu'il y a une substance commerciale, j'échange une machine contre un camion, c'est des actifs très différents. Fait que ça veut dire que l'actif que je reçois, je le comptabilise à sa juste valeur. Fait que là, je reçois un camion. Fait que l'actif, on le débite quand on le reçoit. Fait qu'on reçoit le camion de l'autre, débit camion, que ça va être à sa juste valeur qu'il va être comptabilisé une substance commerciale. Fait que sa juste valeur, c'est marqué, on regarde Delta, la juste valeur du camion, 80 000. Fait que débit, 80 000. Puis là, la troisième étape, c'est faire le total des crédits, des débits, puis faire balancer l'écriture avec soit un profit ou une perte sur l'aliénation. Fait que là, on a 165 000 au débit. Attends, j'ai mal compris, excuse-moi. Oui, exactement, parfait. Fait que perte sur aliénation, exactement. Fait qu'on a fini celle-là. Fait que dans le fond, les échanges, c'est... Mais là, c'est sûr que les scénarios ici, c'est juste avec substance commerciale. Quand c'est sans substance commerciale, dans le fond, c'est plus facile. C'est comme l'écriture du milieu. On comptabilise qu'est-ce qu'on cède, puis l'actif qu'on reçoit, dans presque tous les cas, il fait juste balancer l'écriture, puis il n'y a pas de profit ou perte. Quand il n'y a pas de substance, c'est presque tout le temps ça. Mais là, ici, tous les scénarios, c'est avec substance. Fait qu'on voit qu'il y a des pertes dans le premier cas, deuxième cas. Puis
Ok, on va faire celui avec... Là, on a fait un terrain, un camion. Ouais. Ok, on peut faire le 3. Vous allez voir le troisième, par contre, il devient plus mélangeant un peu. Ça dépend de quel côté de la transaction. Fait qu'ici, encore une fois, on va donner la machine. Puis, qu'est-ce que Parc, il va nous donner, c'est également une machine. Mais une machine qui est plus performante, qui a une plus grosse valeur. Fait que dans le fond, ouais, sur nous, on est Dion. Puis nous, on va donner notre ancienne machine plus 150 000 $. Ça, c'est qu'est-ce qu'on cède. Puis qu'est-ce qu'on reçoit en échange? C'est une machine de Parc IT, puis c'est une machine qui est plus récente, qui a une valeur plus élevée. Fait que là, on se demande, est-ce qu'il y a une substance commerciale ou non? Puis là, oui, on échange des actifs qui sont de nature pareille. C'est une machine contre une machine. Sauf qu'il y en a une qui est vieille, puis l'autre est très nouvelle. Puis qu'en plus, il y a une des deux parties, nous, qu'on doit céder 150 000 en plus de notre vieille machine. Fait que ça sous-entend qu'on échange des actifs qui ont une valeur qui est assez différente, qui a une substance commerciale. On n'échange pas des choses qui sont très similaires au point qu'il n'y a pas de substance commerciale. Fait que oui, il y a une substance commerciale. Fait que l'actif qui est reçu sera à la juste valeur. C'est ça que ça veut dire. Fait que là, on commence avec qu'est-ce que nous, on cède. Moi, je suis Dion. Fait que qu'est-ce qu'on cède, c'est toujours pareil en bleu. Fait que amort cumulé. Crédit, le coût de la machine. Fait que crédit machine. Puis là, ici, on donne 150 000 en plus. Fait que crédit caisse, 150 000. Crédit, le coût. Fait que c'était 175. Puis amortissement accumulé, débit, 85 000. Fait que qu'est-ce qu'on cède en bleu. Puis là, ensuite, deuxième étape, l'actif qu'on reçoit. Là, vu que c'est avec substance, on veut le comptabiliser à sa juste valeur de 225 000 par quitter la machine 225 000. Fait qu'on comptabilise machine au débit, la nouvelle, à sa juste valeur avec substance commerciale. Fait que 225 000. Puis là, la troisième étape, c'est on fait le total des débits et des crédits, puis on voit s'il y a un écart, puis si oui, ce sera soit un profit ou une perte. Fait que là, j'ai 310 000 débits, 325 000 crédits, fait que j'ai encore une perte de 15 000 à comptabiliser au débit pour égaliser l'écriture. Fait que perte sur aliénation. Fait que mettons pour le numéro 3 que je viens de faire ici, est-ce que vous comprenez ce que j'ai fait ou est-ce que vous avez des questions? Ouais. 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 Ok. Ici, c'est une question qui est piège. Parce que dans le fond, une substance commerciale, il y a deux comme je dirais deux indicateurs qui sont assez majeurs. Il y a un, d'échange des actifs qui sont différents. Fait que dans tous les échanges, sauf Parc, c'était des actifs différents. Fait que ça indiquait qu'il y avait une substance. C'était des actifs qui généraient des avantages différents. Puis un autre indicateur, c'est que si, mettons, on échange des actifs qui sont de même nature, ben par contre, s'il y a une des deux parties qui cède de l'argent en plus, ça prouve la substance commerciale. Ça vient prouver qu'on échange des actifs qui ont une valeur différente. Le fait qu'il y ait une des deux personnes qui va verser 150 000 en plus de sa machine, ça vient prouver que la machine de l'autre, ben, elle a beaucoup plus de valeur que la mienne, mettons. Fait qu'ici, la substance commerciale est prouvée par le fait qu'on a un crédit caisse de 150 000. Puis c'est pas juste crédit caisse de 500 $. C'est crédit caisse 150 000, c'est un montant de trésorerie qui est significatif. Fait qu'il y a une substance commerciale, même si les actifs sont de même nature. Fait qu'ici, c'est la caisse. Ouais. Fait qu'ici, c'est vraiment la caisse. Comme tu vois dans les autres exemples, il y avait juste caisse 5000. Fait qu'ici, caisse 5000, c'était pas l'indicateur que c'était une substance, c'était vraiment le fait que c'était des actifs différents échangés. Pareil pour les autres scénarios, c'est des actifs différents échangés qui avaient peu ou pas de contrepartie monétaire. Mais là, ici, c'est les mêmes actifs, sauf que là, il y a Dion qui donne 150 000 en plus de sa machine. Fait que, ok, c'est sûr qu'il y a une substance. La trésorerie, c'est le critère principal. S'il y a un montant monétaire qui est versé d'une des deux parties qui est assez important, c'est sûr qu'il y a une substance. Yes. C'est ça. Si, mettons,
C'est sûr que moi, si je donne une machine, l'autre il me donne une machine, puis moi je paye, mettons, crédit caisse, mettons, 300$ en plus de ma machine pour, mettons, couvrir la livraison. Ça, c'est pas assez d'argent, 300$. Là. Faut être logique. Mais là, si je donne 150 000 en plus de ma machine, ben là, 150 000 c'est quasiment la valeur complète de l'autre machine, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est pas comme si on échangeait, mettons. Tu sais, mettons, un exemple comme ça qui n'aurait pas de substance commerciale, mettons, ça serait si moi, mettons, j'ai la machine ABC qui est rouge, l'autre, il y a la machine ABC qui est bleue, puis les deux sont neufs, c'est la même machine exactement, le même prix, la même valeur, ils n'ont pas été utilisés. Je l'échange avec l'autre juste parce que moi je voulais la bleue, lui il voulait la rouge. Mais là, il n'y aurait pas de substance commerciale, mettons. T'sais, on échange deux actifs qui sont quasi identiques, il n'y a pas de contrepartie monétaire. Mais là, ici, en plus qu'on verse de l'argent, oui, on échange des machines, sauf qu'il y en a une qui est vraiment vieille, puis l'autre est nouvelle. Fait que ça démontre quand même qu'on échange des choses qui n'ont pas de la même, pas la même valeur. T'sais. Fait que substance commerciale, ça vient sous-entendre qu'il y a comme un profit ou une perte qui est réalisé par une des deux parties à cause que les actifs qu'on échange sont pas exactement de la même valeur, mettons. Ou de la même valeur spécifique. Ouais. Fait que mais ils vont pas vous compliquer plus la vie que ça en 2240. C'est vraiment l'argent ou on échange d'actifs différents. C'est surtout ça. Ok, super. Fait que dans le fond, là, on a fait toutes les écritures dans les livres de Dion. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les autres écritures ou comment vous vous sentez avec cet exercice-là? Ouais. Oui. Ouais. Attends, j'ai mal compris, excuse-moi. Ouais. Un IMO compte. J'ai vraiment juste pas suivi la fin. Un IMO. T'échanges un IMO compte. Ouais. Uh-huh. Non, faut pas le voir comme ça. Faut vraiment analyser c'est quoi que j'échange vraiment. C'est quoi l'actif que j'échange. Puis on compare les actifs les avantages économiques qu'ils vont apporter sur leur durée de vie, sur leur juste valeur. Tu sais, on compare ça. Puis on va aller déterminer si c'est une substance commerciale comme ça. Mais qu'est-ce que tu parlais par contre, il y a le facteur qui s'appelle valeur spécifique. C'est des yeux de l'entreprise. Pour elle, peut-être que le terrain qu'elle reçoit a une plus grande valeur que pour l'autre, par exemple, parce que c'est proche de son usine, puis ça permettrait de faire des grosses économies, par exemple. Fait qu'il y a le facteur de valeur spécifique qui peut venir amener une substance commerciale, mais en tant que tel, le travail, c'est vraiment d'analyser qu'est-ce qu'on échange. Mais la valeur spécifique, ouais, la valeur spécifique, ça peut être un indicateur de substance commerciale, ouais. Ça fait plaisir. Fait que ça vient. Ça, c'est vraiment pour les échanges d'IMO, l'exercice qu'on vient de faire. Puis là, mettons, il y aurait peut-être subvention. Ça, c'est un sujet qui est quand même important. Je sais pas si vous voulez le voir. À vous de me dire. Ok, parfait. Il y avait soit un 9. On va checker Ok, ça marche. Fait que dans le fond, ici, le P13, dans le fond, l'exercice, c'est une subvention qu'on reçoit, mais pour l'achat d'un IMO corporel.
Fait que dans le fond, je vais l'énoncer puis je vais expliquer après la comptabilisation. Il y a deux façons possibles quand c'est une subvention pour un IMO corporel. Fait que, en janvier 2001, la société a acheté au comptant des équipements au coût de 800 000. Fait que j'ai pas lu le travail à faire, mais je vais faire juste l'écriture pour l'instant. Fait que janvier X1, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté équipement, débit équipement au coût de 800 000 crédit caisse. Qu'est-ce qu'on a payé le coût? Fait que crédit caisse, 800 000. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait en janvier 2001. Puis là, on continue à lire. Là, ça nous dit, le 15 mars 2001, dans le cadre d'un programme gouvernemental visant à encourager l'achat d'équipements, fait qu'une subvention pour l'achat d'équipements, c'est ça que ça revient à dire, on a reçu une subvention publique de 150 000 conditionnant l'utilisation pendant 4 ans des équipements achetés. Fait que là, dans le fond, vous allez voir le point B. OK, point A, premièrement. La société doit-elle comptabiliser à titre de produit la subvention sur 4 ans ou sur 10 ans? Fait que dans le fond, oui, la condition pour avoir droit à l'entièreté de 150 000 de subvention, c'est bien d'utiliser l'IMO pendant 4 ans. Mais dans le fond, la règle, c'est que quand on reçoit une subvention pour un IMO, il faut que on transforme la subvention en produit sur la même durée d'utilité que l'IMO. Fait que là, mettons, ici, on a une durée d'utilité des équipements de 10 ans. Fait que notre IMO, sa durée d'utilité, c'est 10 ans. On reçoit une subvention pour un IMO qui a une durée d'utilité de 10 ans. Fait que oui, la condition pour avoir le droit à 100% de 150 000, c'est bien d'utiliser 4 ans, mais on s'en fout de ça. Vu que c'est une subvention pour un IMO, il faut que le produit de la subvention soit transformé en produit sur la même durée d'utilité que l'IMO, fait que sur 10 ans. Fait que la question A, c'est il faut que la subvention soit transformée en produit sur la même durée d'utilité que l'IMO, vu que c'est une subvention pour l'achat d'un IMO. Fait que c'est bien sur 10 ans, sur la durée d'utilité des équipements. Ensuite, B, ça dit, ce serait quoi les écritures de journal de janvier 2001 à janvier 2003, selon si, 1, la société comptabilise la subvention dans le compte équipement, puis 2, si elle comptabilise la subvention dans le compte produit reçu d'avance. Fait que dans le fond, pourquoi ils disent ça? C'est que quand on reçoit une subvention pour un IMO, pour l'achat d'un IMO, on a deux choix de méthode comptable. C'est à nous de décider lequel des deux qu'on veut adopter. Fait qu'on a les deux choix ici, 1 et 2. Fait que là, comptabilisation initiale, c'était bien 800 000, 800 000, on paye 800 000. Puis là, pour la subvention qu'on reçoit, pour l'IMO, on aura deux choix de comptabilisation, vu que c'est une subvention pour un IMO. Un, c'est d'inclure la subvention dans la valeur comptable du compte équipement. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est, si on fait ce choix-là, dans le fond, on encaisse la subvention, fait que c'est le 150 000 le 15 mars 2001. Fait 15 mars 2001, avec l'option de méthode comptable 1, c'est inclure la valeur de la subvention dans la valeur comptable de l'IMO. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est on l'encaisse avec débit caisse, 150 000. Puis dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on va créditer qui va changer selon la méthode comptable 1 puis la méthode comptable 2. Fait que c'est sûr qu'on encaisse l'argent, fait que ça ne changera pas débit caisse. Puis là, l'option 1, c'est si on obtient une subvention pour un IMO, on peut diminuer la valeur comptable de l'IMO du montant de la subvention reçue. Fait que ça serait crédit équipement. Ça, c'est l'option 1 qu'on a le droit de faire. Diminuer la valeur comptable du montant de la subvention reçue. Puis l'option 2, pour une subvention pour un IMO, c'est on ne va pas diminuer la valeur comptable de l'IMO si on fait le choix 2. Au lieu de ça, on va créditer un compte qui s'appelle produit reçu d'avance ou produit différé, que ça revient à dire on crée un passif pour la subvention qu'on a reçue. Fait qu'on reçoit l'argent, débit caisse, ça va être pareil pour cette méthode comptable-là encore. On reçoit de l'argent, ça c'est sûr. Fait que débit caisse. Puis là, si on fait le choix numéro 2, de comptabiliser la subvention dans le compte de produit reçu d'avance au lieu dans le compte équipement, on va plutôt créditer produit reçu d'avance ou produit différé. Produit différé, 150 000, 150 000. Puis là, après ça, la comptabilisation pour les 31 décembre va être différente entre les deux méthodes. Fait que si on est avec la méthode qu'on a diminué la valeur comptable de l'IMO du montant de la subvention, qu'est-ce qu'on fait rendu au 31 décembre X1? On a une seule écriture à faire. C'est tout simplement l'amortissement de l'IMO, comme d'habitude.
amort puis amort cumulé. Fait que la méthode 1, au 31 décembre, c'est moins de travail. Une seule écriture, l'amortissement. Fait que là, on avait 800 000 au départ. Là, avec la méthode 1, on a diminué la valeur comptable de 150 000. Fait que la valeur comptable après l'écriture option 1 de notre IMO, c'est 650 000. Fait que dans le fond, les 650 000, c'est le montant qu'on va amortir avec l'option 1 et non 800 000. On a diminué la valeur comptable de l'équipement, de l'IMO, pour lequel on a reçu la subvention du montant de la subvention, fait que 800 000 moins 150 000. On va amortir l'équipement pas sur le 800 000, mais sur 650 000, déduit du montant de la subvention. Fait que l'amortissement va être plus bas avec l'option 1. On a baissé la valeur comptable de l'IMO du montant de la subvention, fait que l'amortissement au 31 décembre va être plus bas que si on n'avait pas choisi la méthode 1. Fait que l'amortissement, c'est, mettons, 650 000, moins valeur résiduelle, c'est marqué ici, la valeur résiduelle est nulle. Fait que valeur comptable moins valeur résiduelle divisée par durée d'utilité, c'est l'amortissement linéaire. Fait que 650 000 moins 0, ferme la parenthèse, divisé par 10 ans, ça revient à dire 650 000 divisé par 10, 65 000 d'amortissement. Fait que ça, c'est la seule écriture à faire au 31 décembre de la première année. Si on a fait l'option 1, qu'on a diminué la valeur comptable de l'IMO du montant de la subvention, avec l'option 2, c'est plus compliqué, parce qu'on a deux écritures à faire à la clôture. On a l'écriture de l'amortissement, ça c'est sûr. Puis l'amortissement ici, exactement, c'est ça. Avec la méthode 2, on n'a pas diminué la valeur comptable de l'IMO, fait que l'amortissement est bien sur les 800 000. Fait que ça serait 80 000 exactement. Puis, exactement, fait que, exactement, c'est... Très bien, ouais, c'est exactement ça, bravo. Les autres produits ou produits de subvention, ça va être la même chose. Fait exactement ça, 15 000 dans le fond sur la même durée d'utilité que l'IMO. Fait que dans le fond, c'est ça la différence majeure entre les deux choix de méthode comptable, c'est que premièrement, la méthode 1, c'est qu'on diminue la valeur comptable de l'IMO du montant de la subvention, puis au 31 décembre, ben, on fait juste faire de l'amortissement comme d'habitude, mais le montant sera plus bas à cause qu'on a diminué la valeur comptable de l'IMO. L'autre bord, on n'a pas touché à la valeur comptable de l'IMO qu'on a reçu la subvention, on a créé un passif produit différé. Donc au 31 décembre, l'amortissement est calculé sur le 800 000 initial, fait que plus élevé. Mais on fait une deuxième écriture pour le produit différé. Ben, sur la durée d'utilité de 10 ans, ben, ça va être 15 000 en produit à chaque année. Fait on diminue le passif en même temps de débit, puis on fait crédit produit de subvention 15 000. Fait que dans le fond, ça va être l'écriture à chaque 31 décembre de chaque côté. Ça va être la même. Ouais. Ouais, l'entreprise elle a le droit. Je te dirais que, en règle générale, quand c'est une subvention pour un IMO, on irait avec la méthode 1. On diminue la valeur comptable de l'IMO. En règle générale, ce serait, selon moi, la meilleure option à choisir. C'est moins de travail comptable, puis aussi c'est représentatif du fait que ton IMO, finalement, t'a coûté moins cher que prévu vu que tu as reçu une subvention. Fait que c'est raisonnable de diminuer le coût. Tu as payé 800 000, mais tu as récupéré 150 000 du 800 000. Fait que ça fait du sens que le coût historique soit diminué du montant récupéré de la subvention, fait qu'il soit amené à 650 000. Fait que l'option 1, ce serait à privilégier pour les subventions pour les IMO, mais c'est un choix de méthode comptable à la discrétion de l'entreprise. En fait, la charge d'amortissement, ça serait exactement la même chose. Je vais te montrer pourquoi. Mais en fait, l'impact sur le résultat net. Fait que là, mettons, à gauche. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Ok. Exactement. Fait qu'on est. Ouais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que non, c'est ça dans le fond, c'est pour ça que les deux méthodes sont permises, parce que les deux vont avoir le même impact sur le résultat net au final, tu sais. Mais sauf que la méthode 2, c'est plus de travail. Moi, je dirais que la méthode 1. Ouais. Fait que pour ça, est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait les écritures? Ok. Ouais.
Fait que dans le fond, l'option 2, la différence, c'est que quand tu reçois la subvention, fait que c'est des BKS dans les deux cas, sauf qu'au lieu de diminuer la valeur comptable de l'IMO, crédit, équipement, tu crées un passif. Tu fais crédit, soit produit reçu d'avance ou produit différé, du montant de la subvention. Puis dans le fond, ce passif-là, 150 000, on veut que ce 150 000, sur la durée d'utilité, soit transformé en produit. Fait que dans le fond, la durée d'utilité, c'est 10 ans de l'IMO. Fait que là, mettons, j'ai reçu une subvention de 150 000, j'ai fait le choix numéro 2. Fait que le 150 000 en produit différé, il y a un dixième de 150 000 à chaque 31 décembre que je vais le supprimer du passif, je vais le mettre au débit, puis je vais le transformer en produit en faisant crédit, produit subvention. À chaque clôture, ça sera 15 000, diminution du produit différé de 15 000, puis on fait un produit de subvention de 15 000 à chaque 31 décembre. Je sais pas si tu me suis. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, toutes les mettre en produit immédiatement? On pourrait pas. Dans le fond, si mettons, on reçoit une subvention du gouvernement, mais qu'il n'y a aucune condition, c'est pas pour l'achat d'un IMO, c'est pas pour engager des employés, c'est juste une subvention, ça dit c'est pour vous encourager dans vos affaires, il n'y a aucune condition, voilà, on vous donne 150 000. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas de condition, l'écriture pour la comptabilisation de la subvention, ce serait encore une fois caisse, on reçoit l'argent de subvention, mais vu qu'il n'y a pas de condition, 100% en produit immédiatement. Fait que ça serait produit de subvention. 150 000. Pas de passif. Tout dans le même exercice. Fait que dans le fond, c'est vraiment une question de circonstances. Ici, vu que c'est une subvention pour l'achat d'un IMO, on veut que le produit soit réparti sur la durée d'utilité de l'IMO. Mais s'il n'y a pas de condition, le produit de subvention immédiatement comptabilisé à l'encaissement de la subvention. Ouais. Ok, parfait. Voulez-vous qu'on fasse le restant? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Voulez-vous qu'on voit d'autres choses? Je sais qu'il y a beaucoup de trucs que vous voulez voir, fait que. C'est juste. Ouais, parfait. Ouais, ok, ça marche. IMO incorporel. Fait que là, je sais qu'il y avait beaucoup d'exercices théoriques, mais il y en a une couple que c'est des calculs. Il y a celui-là. On l'avait vu ensemble un peu, Ariel. Il était pas trop difficile. Celui-là, il pourrait être bon. Ouais, celui-là, il pourrait être bon. Dans le fond, c'est. De ce que je comprends, je pense que c'est pour les actifs incorporels développés à l'interne. Fait que E12. E12. Il y a E12, E13. Ouais, ça, il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour celui-là, fait que peut-être pas. E12, E13. Parfait. Ok, ça marche. Ok. Ok. Fait que la société Merlin est une entreprise de production de produits pharmaceutiques. Le 1er janvier 2001, une équipe de chercheurs commence des travaux en vue de mettre au point une crème pour soigner certains types de cancer de la peau. Fait que là, quand on fait de la recherche, les phases de recherche ici. Ensuite, en janvier 2005, Merlin a pour la première fois la conviction qu'elle pourra mettre au point et commercialiser ce genre de crème. Voici les frais annuels afférents aux activités de développement de cet article qui ont été comptabilisés en charge. OK. La société a aussi comptabilisé en charge les frais suivants afférents aux activités de développement au cours de l'exercice. OK, ça ici, enregistrement, frais juridiques, campagne de publicité. Ça va être actif. Charge. On va expliquer après. Le brevet était prêt à être utilisé au début du mois de décembre 2005 et la commercialisation de la crème a commencé à cette date, bien que la durée légale du brevet soit de 20 ans, estime que cette crème générera des avantages techniques substantiels au cours des 30 prochaines années. Fait que, sachant que l'entreprise utilise l'amortissement linéaire pour les émois incorporels, faites les écritures de journal en 2005. OK.
Ouais. Ouais. Fait que là, ouais. C'est sûr que, mettons, là, le 1er janvier X1, la phase de recherche, elle a commencé parce qu'on n'avait rien de concret. On faisait des recherches pour trouver quelque chose d'intéressant. Puis là, en janvier 2005, a pour la première fois la conviction qu'elle pourrait mettre au point et commercialiser ce genre de crème. Fait qu'avant janvier 2005, parce que ça, dans le fond, ça fait partie des 6 critères qu'il faut pour que la phase de recherche soit atteinte, dans le fond. Que c'est marqué ici, la conviction qu'elle pourra mettre au point et commercialiser ce genre de crème. Fait que, étant un des critères de la phase de développement, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse dans l'exercice? Ils veulent qu'on comprenne que, OK, il y a un des 6 critères qu'il faut qu'il soit atteint pour la phase de développement qui est uniquement atteint à partir de janvier 2005. Fait qu'avant janvier 2005, on est 100% en phase de recherche. Fait que X1, X2, X3, X4, ici, ça a été passé en charge selon ce que ça nous dit dans l'énoncé. Fait que ça a été passé en charge, c'est correct. Sauf qu'ils ont également envoyé le 175 000 en charge, mais c'est plutôt un frais de développement ici. Fait qu'ici, ce serait à l'actif que ça aurait dû aller, et non en charge. Fait que ça, c'est le premier constat ici. Là, on continue à lire, puis également, en 2005, ils ont également engagé les frais suivants. Fait enregistrement d'un brevet pour protéger la recette de la crème. Fait que quand on enregistre un brevet, c'est que on va le contrôler un avantage économique. On vient créer un actif à ce moment-là. Fait qu'ici, jusqu'à 100$ d'enregistrement du brevet, ça devrait être un actif si je ne me trompe pas. Frais juridiques pour l'enregistrement du brevet, ça aussi, ça devrait être à l'actif parce que vu que c'est un frais de transaction qui est nécessaire pour pouvoir acquérir l'actif, le brevet, pour pouvoir le protéger, vu que c'est obligatoire d'engager les frais juridiques pour pouvoir l'enregistrer, pour pouvoir obtenir l'actif qu'on veut, mais le 600$, il est également à l'actif. Fait que actif, actif. Puis là, campagne de publicité afférente à la nouvelle crème. Dans le fond, les frais de formation, les frais de publicité, les frais de marketing, ça, c'est tout le temps des charges sans exception. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. C'est tout le temps des charges en comptabilité financière parce que l'avantage économique est trop incertain pour pouvoir le comptabiliser à l'actif. Fait que ça va tout le temps en charge, les formations, les publicités. Fait que ça, c'est une charge. Les deux ici, c'est en actif. 175 000, il aurait dû être en actif, mais il est envoyé en charge. Puis le restant ici, il est envoyé en charge, puis il fallait. Fait que le restant ici, c'est correct. Puis là, ça dit le brevet est prêt à utiliser au début du mois de septembre 2005. Là, il commence à nous parler de tout ça pour savoir à partir de quand on commence à amortir. C'est quand il est prêt à être utilisé puis qu'il est effectivement utilisé. Puis la conversion de la crème a commencé à cette date. Fait que, oui, il était prêt à être utilisé à cette date-là, septembre 2005, puis en plus, il est utilisé à partir de cette date-là. Fait que c'est à partir de septembre 2005 que l'amortissement commence. Puis là, l'amortissement, ça sera linéaire sur 20 ans. Ou 30 ans. Attends, c'est-tu 30 ans ou 20 ans? Ici, ils nous ont mis un piège, ça me gosse. La durée légale du brevet soit 20 ans. Estime que cette crème générale des avantages économiques supplémentaires au cours des 30 prochaines années. Ok, pour cela, je suis vraiment pas certain par contre. Non, je suis en train de lire le solutionnaire. C'est une question. Ça, j'aime pas ça. C'est une question piège ici. Ils disent la période d'amortissement est limitée à la durée de vie légale. Fait qu'on peut pas. La vie légale, ce serait comme la limite. Fait que même si mettons, Merlin, il dit ça, c'est des questions pièges que j'aime pas beaucoup. Mais même s'il dit ça, c'est juste pour nous mélanger. Comme le solutionnaire dit, mais il veut qu'on se limite à la durée légale du brevet. Parce que dans le fond, techniquement, de ce que je comprends, c'est que la durée de vie utile, c'est la période durant laquelle on peut l'exploiter. Fait que nous, on peut l'exploiter pendant 20 ans. Fait que même si l'actif est utilisable pendant 30 ans, mais nous, selon notre brevet à nous, on a 20 ans d'utilisation. T'sais. Fait que c'est ici un... Ouais, ici, ouais.
C'est sûr c'est durée d'utilité, mais la façon que c'est mentionné, c'est moins clair. C'est plus à cause que c'est une question piège, en fait. Mais bon. Fait que là, il nous demande de faire les écritures pour 2005. Fait que là, premièrement, 2001, 2002, 2003, 2004, ça, dans le fond, ils ont fait les écritures durant 2001, 2002, 2003, 2004. Ils l'ont envoyé en charge. Puis il n'y a pas de problème, c'est ça qu'il fallait faire. Fait que c'est beau. Mais là, on est en 2005. Puis là, ça dit que le 175 000 l'a envoyé en charge quand ça devait être un actif. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est... Dans le fond, pour les actifs développés à l'interne, il y a le compte frais de développement différé, que dans le fond, c'est un compte d'actifs qui permet comme de cumuler l'ensemble des frais de développement. Puis quand l'actif sera prêt, on va le virer dans le compte de l'actif. On va le décomptabiliser frais de développement différé. Mais pour l'instant, c'est notre compte d'actifs pour la phase de développement. Fait que dans le fond, on aurait dû comptabiliser 175 000. Fait que 175 000 doit être comptabilisé au débit pour l'actif. Puis là, eux, ils ont comptabilisé ça en charge, de 175 000. Fait qu'on va diminuer la charge qu'eux, ils ont comptabilisée. Il ne fallait pas comptabiliser ça en charge, il fallait que ce soit en actif. Fait que je le mets en actif, puis je diminue les charges de 175 000 parce qu'eux, ils l'ont comptabilisé en charge alors que c'est un actif. Fait que frais... Fait qu'on va corriger ça. Eux, ils ont mis une charge de 175 000 quand il fallait que ce soit un actif. Fait que je diminue la charge puis j'ai comptabilisé l'actif. Là, ensuite, il y a le 400, le 600, puis le 12 000. Fait que juste voir comment eux, le compte qu'ils ont utilisé, c'est... Okay, 1000, ça c'est pour les deux montants à l'actif. Ok. Parce que ça aussi, ça a été envoyé en charge. Ah oui, c'est ça qui est marqué. Okay. Parce que ça aussi, les montants ici ont été envoyés en charge. Fait qu'on veut corriger ça. Ils ont envoyé les 3 montants en charge, mais on a conclu qu'il y avait 2 montants qu'il fallait qu'il y ait à l'actif. Fait que l'écriture qu'on va faire pour corriger ça, pour 2005, c'est que va falloir diminuer les charges puis augmenter le montant comptabilisé en actif de 1000 $. Fait que, vu qu'on enregistre un brevet, l'actif, ça va être brevet. Puis, ben, on va diminuer les charges de 1000 parce qu'eux, ils ont comptabilisé ça en charge, mais il fallait que c'est quoi comptabiliser en actif en brevet. Fait que frais de recherche. Ça va. Frais de recherche. Puis là, ouais. Pour le dernier, dans le fond, frais de publicité, comme j'ai dit, ça s'en va tout le temps en charge. Puis eux, ils ont envoyé ça dans le compte frais de développement charge. Mais il fallait envoyer ça dans le compte de charge publicité. Fait qu'au final, on vient faire un reclassement d'une charge à une charge. Fait que ça n'a pas d'impact sur le résultat net de faire cette écriture de reclassement-là. Mais c'est juste pour imputer les charges dans leur bon compte. Fait que là, ici, eux, ils ont mis ça dans frais de développement. Moi, j'ai marqué frais de recherche parce que ça aurait dû être frais de recherche, justement. Fait que, on va mettre ça dans charge de publicité, le 12 000, charge publicité. Puis, on enlève ça du compte frais de recherche parce que ça n'a pas rapport aux recherches et développement. C'est tout simplement une charge de publicité. C'est une charge qui est distincte, qui n'a pas rapport avec l'actif incorporel. Fait qu'on vient distinguer cette charge-là de cette charge-là dans le bon compte. Fait que frais de recherche. Fait que ça n'a aucun impact sur le résultat net de faire cette écriture-là, mais ça met les charges dans les bons comptes. Fait que ça. Puis là, ça c'était les écritures X5. Sauf qu'on sait que notre IMO incorporel est amortissable. Fait que là, on va arriver à la clôture, puis il va falloir l'amortir. Virer le montant de frais de développement différé dans la valeur de l'actif qu'on a développé. Fait que le 175 000 d'actifs de frais de développement différé, on va le créditer, puis on le met dans le brevet. Fait que, ouais.
ça va être sur le 176 000 calculé. Frais de développement. Quoi? Ouais. Fait que dans le fond, ouais, quand l'actif incorporel il est prêt, tous les frais de phase de développement, on les avait mis dans l'actif frais de développement différé. Fait que quand l'actif incorporel il est prêt, on vient les virer dans la valeur de l'actif incorporel. Fait qu'on met l'actif frais de développement différé au crédit, puis on met en contrepartie au débit l'actif incorporel brevet pour y transférer la valeur des frais de phase de développement. Fait qu'on a finalement le brevet à 176 000. C'est l'écriture que j'avais oublié de faire avant de faire l'amortissement. Fait que ça serait valeur comptable 176 000 moins 0 divisé par 20 fois 4 sur 12. Fait que là, ouais, ça devrait donner le bon montant. Parfait. Fait que pour ça, c'était bon. Est-ce que vous aviez des questions ou Ouais. Ouais. Ah, tu parles des critères. Il y a un manque d'emphase sur les critères. Attends, je pense que j'ai été pas loin les critères. Ouais, ok. Non, je les ai pas avec moi, mais ouais, dans le MGBDL, ils n'ont pas trop mis l'emphase là-dessus. Mais eux, dans le fond, ils ont vraiment mis l'emphase sur le minimum, dans le sens que on sait que, dans le fond, la plausibilité qu'on puisse commercialiser un produit ou l'actif incorporel en tant que tel, c'est un des 6 critères pour pouvoir dire qu'on a atteint la phase de développement. Bien, vu qu'un des 6 critères est uniquement atteint à partir de janvier 2005, ça veut dire que, OK, c'est sûr que tout avant janvier 2005, c'est en charge. Fait qu'eux, ils voulaient qu'on réfléchisse comme ça, qu'on se dise, OK, le dernier critère, il est atteint en janvier 2005. Fait qu'à partir de janvier 2005, c'est la phase de développement. Avant ça, c'est la phase de recherche. Mais je suis d'accord avec toi qu'ils n'ont pas mis l'emphase sur les autres critères. Ouais. C'est une bonne question. Ouais. Ça, c'est le truc avec la MGBDL, c'est que des fois, ils font des énoncés qui sont assez limités. Mais, ouais, c'est ça, c'est pas exhaustif, là. Je sais pas comment votre enseignante va vous le montrer, mais ouais, on n'a pas traité ces critères, c'est sûr. Fait que ça, c'est. Fait qu'il y a un actif incorporel développé à l'interne. Fait qu'on faisait. C'était un ou deux pour les actifs incorporels. Vous voulez faire un autre exercice ou. Ouais, ok, parfait. Ouais, c'est bon. Parce que de toute façon, actif incorporel, la seule chose que j'aurais pu vous montrer de plus, là, on avait un actif incorporel développé à l'interne, fait que l'enjeu c'était les phases de développement. Mais sinon, si c'est un actif incorporel acheté de l'externe, faut juste pas oublier, mettons, les frais de transaction, ben ils vont être capitalisés. Comme là, ici, l'exemple, c'est on achète un brevet de l'externe à 600 000, puis on paye des frais juridiques de 1 000 pour réaliser l'opération. Ben, on va mettre à l'actif, pas 600 000, mais 601 000. Vu que c'est un frais qui est nécessaire pour acquérir l'actif, il est capitalisable. Fait que quand c'est un actif incorporel de l'externe, faut. Ouais. Quoi? C'est pareil. Ouais. Ouais, c'est exactement la même chose. C'est la même chose pour de vrai. Ouais. Fait que ça, c'est. Ouais, quand c'est développé à l'interne, c'est juste. Faut savoir ces critères.
Fait que là, mettons, pour les activités abandonnées puis les actifs non courants destinés à la vente, mettons E2, juste voir. Ok. Donc, ok, juste les checker. Ok, il y a celui-là qu'on pourrait possiblement E3. Ça, P6. Ça, P6 c'était assez théorique. P7. Ouais. Ça avec. P10. Ouais, c'est assez c'est très théorique. Fait que dans le fond, on peut. Ouais. E2 ou E3? Ok. On peut essayer E3. Il devrait être pas pire, je pense. L'écriture de comptabilisation? Ok, ok. Fait que la société Jean en détient un terrain qui a été acquis pour la somme de 40 000. Fait que ça, c'est son coût historique. 40 000. On a terminé la construction de l'usine au coût de 405 000 au début d'un exercice financier du 1er janvier 2000. Ok, on a une usine, on a un terrain. Le comptable a utilisé le mode d'amortissement linéaire pour l'usine avec une durée d'utilité de 45 ans, une valeur résiduelle nulle. Fait que ici, on a les données pour le calcul d'amortissement. 1er novembre 2004. Adopter un plan de vente qui respecte les critères permettant le classement des actifs détenus en vue de la vente. Fait que là, ça nous dit, OK, les 6 critères sont atteints pour, au 1er janvier 2004. C'est ça que c'est en train de nous dire. À cette date, la société évalue la juste valeur nette du terrain et de l'usine à 575 000, la valeur du terrain correspondant à 30% du coût. Ouais, je vais t'expliquer après ça. Ouais. Fait que le 31 décembre 2004, vend la propriété au prix de à Renault, aux conditions suivantes, versement comptant de 105 000 soldes. Ok, fait que le 31 décembre, on va faire après. Pas mal d'informations. Préparer les extraits de journal nécessaires pour l'enregistrement des actifs comme détenus en vue de la vente et la vente subséquente dans les livres de Jean. Ok. Fait que là, on va commencer au 1er janvier 2004. Je vais pas faire l'amortissement les années d'avant. Mais je pourrais, mais ouais, non, je pense pas que c'est nécessaire. Ok. Fait que 1er janvier 20x4. Fait que là, dans le fond, les 6 critères qui permettent de reclasser une immobilisation corporelle comme un actif non courant détenu en vue de la vente, les 6 critères sont atteints. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire quand les 6 critères sont atteints? Il faut amener la valeur comptable de l'élément qui est reclassé comme un actif non courant détenu en vue de la vente à la VNR si la VNR est plus basse. Si la VNR est plus haute, on ne fait pas d'écriture. Mais si la valeur comptable de l'IMO est plus élevée que sa valeur nette de réalisation, ça veut dire son prix de vente moins le coût de vente, bien, on va diminuer la valeur comptable à la VNR, si c'est le cas. Si la valeur comptable est trop élevée. Fait que c'est ça qu'on fait quand un IMO corporel est reclassé comme un actif non courant détenu en vue de la vente. C'est que vu que
le seul avantage économique qu'on va recevoir, c'est la vente. Mais on veut amener la valeur comptable à l'avantage économique et ça va nous ramener la vente. Ça veut dire le prix de vente moins le coût de vente, c'est-à-dire la VNR. On veut amener la valeur comptable à la VNR si la valeur comptable est trop élevée. Fait que là, dans le fond, on va faire ce travail-là à la fois pour le terrain puis pour l'usine. Fait que le terrain, son coût historique, c'est 40 000, puis c'est pas amortissable, fait que sa valeur comptable, c'est resté à 40 000 à travers le temps. Fait que sa valeur comptable en ce moment, c'est 40 000. Puis là, on se demande, c'est quoi sa VNR? Son prix de vente moins le coût pour le vendre. Parce que si la valeur comptable est plus élevée que le VNR, il faudra diminuer la valeur comptable au VNR. Fait que là, on regarde ici, ça dit que... Ouais, exactement. Fait que dans le fond, c'est la juste valeur des deux, c'est 575 000. Puis pour le terrain, c'est 30% du 575 000. Fait que... « 172,50. Ah, 500. Ok, merci, parfait. Fait que ça, fois 0,30. Parfait. Fait que là, dans le fond, ici, la VNR est plus élevée, fait qu'il n'y aurait pas de correction à faire. Juste aller voir si ça fait du sens. Ouais, parfait. On s'est pas trompé, c'est bon. Ok. Fait que là, prochain, c'est pour l'usine. Fait que là, on veut savoir c'est quoi sa valeur comptable. Fait que là, ici, il y a de l'amortissement qui a été pris depuis l'achat. Fait que c'est un peu plus difficile que pour le terrain. Exactement. Fait que là, mettons... Ouais. Fait que là, il y a l'exercice 2000, 2001, 2002 puis 2003. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4 années d'amortissement linéaire à prendre en considération pour l'usine. 31 décembre 2000, 2001, 2002, 2003, fait 4 ans. Fait que le coût historique, c'était... On avait un coût de 405 000. Puis là, on veut savoir c'est quoi l'amortissement cumulé. Ouais. Ouais, exactement. Fait qu'on a 36 000 d'amortissement cumulé. Fait qu'on va pouvoir avoir la valeur comptable comme ça. Fait qu'on a 369 000. Puis là, on veut savoir la juste valeur maintenant. Le VNR, je veux dire. Fait que VNR, ça serait le 575 000, mais fois 70%. 400. Ok, fait qu'eux, ils ont fait quoi après? 402 500. Ah, c'est ça que je conclus. Ça, je me demandais, c'était louche, mais effectivement, on comptabilise aucune réduction de valeur pour les IMO parce que, dans le fond, la VNR est plus grande que la valeur comptable pour chacun, fait qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Fait que dans le fond, on veut juste pas que la valeur comptable soit plus élevée que le VNR pour les actifs non courants détenus en vue de la vente. Puis là, dans le cas ici, terrain puis usine, la valeur comptable est plus basse que leur VNR, fait qu'il n'y a pas de problème. On veut juste pas que la valeur comptable soit trop élevée. Sinon, on aurait comptabilisé une diminution de la valeur. Ok, parfait. Fait que là, on a fait ça. On sait qu'il n'y a pas de diminution de la valeur à comptabiliser, mais par contre, il y a un reclassement quand même à faire. Fait que le reclassement. Fait que là, qu'est-ce que on sort? On se débarrasse, je veux dire, on se débarrasse d'un terrain puis d'une usine en tant que telle,
Fait que c'est ça qu'on sort en premier. Puis après, on va les comptabiliser des nouveaux actifs qui sont détenus en vue de la vente. Comme si c'était des actifs différents. Fait que là, pour le terrain, il n'y a pas d'amortissement accumulé, fait qu'on fait juste créditer son coût. Fait que crédit terrain, son coût historique de 40 000, on le décomptabilise. Ensuite, pour l'usine, ben, il faut créditer son coût et débiter son amortissement accumulé. Fait que crédit usine, que c'était 405 000 le coût historique, puis l'amortissement accumulé au débit. Puis là, il y a eu 4 années d'amortissement à 36 000, fait que débit 36 000. Parfait. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on reçoit? Ben maintenant, ces actifs-là, maintenant, c'est des actifs détenus en vue de la vente. Juste voir comment eux, ils l'ont écrit. Ils ont écrit détenus en vue de la vente à côté de l'actif. Fait que dans le fond, ici, ça serait usine en vue vente, terrain en vue vente. Non, vu que c'est des actifs qui sont quand même différents. Parce que si, mettons, si tu vends juste un des deux, le jour que tu vends, il faudra que tu décomptabilises juste celui que tu as vendu, mettons. Fait que là, quand tu les sépares, ben, tu peux les vendre distinctivement. Ouais. Fait que dans le fond, usine en vue de la vente, ça serait soit VNR si la VNR avait été plus basse que la valeur comptable, sinon ça va être valeur comptable. La valeur comptable est plus basse que VNR, fait que ce sera valeur comptable pour les deux cas. Fait que ça sera 40 000 puis 369 000. 40 000, 369. Puis là, dans le fond, on se vérifie en faisant le total des débits et des crédits. Fait que 369 000 plus 40 000, 36 000, 445 000, 405 plus 40, ça fait 445 000. Fait que on a terminé notre écriture ici. Parfait, ouais. Ouais, c'est l'écriture pour comptabiliser le fait que nos IMO maintenant, c'est des actifs non courants détenus en vue de la vente. Fait qu'on les a comme. On a supprimé leur compte qui était utilisé pour comme un IMO corporel. Puis là, le nouveau compte, ben, c'est tout simplement comme si on achetait un nouvel actif. C'est une usine en vue de la vente. Fait que. Ouais. Ouais, mais c'est quand même idéal de faire l'écriture. Comme ça, quand tu lis le bilan, tu peux savoir, OK, cet IMO-là, il n'est pas utilisé en l'exploitation. C'est vraiment pour le vendre qu'on le détient. Ça permet de le savoir. Ouais. Mais si ton prof l'évalue pas, écoute, c'est pas la fin du monde. Là. Moi, je vous le dis juste pour vous le dire. Là, ouais. Ah oui? Yes. Ouais. Exact. Ouais. Puis le recomptabiliser à l'actif. Ouais. Ouais, ouais, c'est exactement ça. En deux écritures, ça se fait bien. Puis sinon, j'aurais pu juste le faire en une seule écriture. Que, mettons, s'il y avait eu une dépréciation, là, mettons une dépréciation, je sais pas moi, de 10 000, ben j'aurais comptabilisé, par exemple, mettons que l'usine, la valeur comptable était plus grande que le VNR, ça veut dire que la valeur comptable, j'aurais dû la déprécier. Fait que dans le fond, ici, j'aurais pas pris la valeur comptable de 369 000, j'aurais pris valeur. Dans le fond, je prends le plus bas entre VNR puis valeur comptable. C'est ça que je comptabilise dans les actifs détenus en vue de la vente. 300, mettons, terrain. On a 40 000 de valeur comptable,
VNR 172 000. Je prends le plus bas, valeur comptable 40 000. Fait que terrain en vue de la vente 40 000. En ça, l'usine, la valeur comptable c'est 369. Sa VNR 402. Je prends le plus bas 369. Fait que débit usine en vue de la vente 369. Puis si c'est VNR que j'avais pris, ben là j'aurais pu rajouter en écriture par exemple une perte de valeur au débit. J'aurais pu le faire en une écriture si je veux, ou en deux écritures, ça se fait très bien aussi. Ouais. Yes. Fait que le truc, c'est, ouais, pour les actifs reçus en vue de la vente, le montant que tu lui donnes, c'est le plus bon de valeur comptable puis VNR pour chacun, dans le fond. Ça revient à ça. Yes. Fait que c'est. Ça, c'est l'écriture pour le reclassement. Puis là, après ça nous demande de faire d'autres choses. C'est 31 décembre. Oh boy, ok. Ouais, ça, c'est l'autre transaction. Ça, je pense que ça touche plus beaucoup le cours. Ça dépasse le cadre du cours ici. Attends, juste voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que là, ils ont fait au moment de la vente. Ok, ici, c'est pour la vente de la propriété. Fait que 31 décembre, vend la propriété au prix de 600 000. Vend la propriété. Fait que là, la propriété, ils disent, ok, c'est le terrain puis l'usine. Fait que ça, c'était. Ok, fallait l'assumer. Mais on vend le terrain puis l'usine au prix de 600 000. Fait que là, premièrement, on ferait. Eh ben, attends, 600 000. Ok, parce que c'est pas payé 600 000 cash, c'est payé 165 000 et solde de 435 par les dépôts premier rang, versement semestriel. Ok, fait que là. Ah, eh ben, ok. Fait que là, ici, on va le faire. Mais ça dépasse le cadre du cours un peu, ça. Bon, ouais, c'est mélangeant. Ça dépasse le cadre du cours, mais on va le faire comme quick juste pour le faire. Fait que là, dans le fond, ça dit on vend le terrain puis l'usine. Puis dans le fond, on reçoit cash comptant 165 000. Puis le restant que de l'argent, c'est 435 000 qu'on va recevoir à travers un actif financier, hypothèque à recevoir. Fait que là, tu as caisse. Ça, c'est qu'est-ce qu'on reçoit cash le 31 décembre X4. Fait que 165 000. Exactement. Ça. Je suis content que tu aies eu le réflexe, c'est ça que je voulais dire. C'est que vu que c'est de l'argent qu'on reçoit sur le long terme, échelonné, fait que ça va être hypothèque à recevoir un actif financier. Fait que là, on viendrait calculer c'est quoi son present value. Puis là, c'est le montant qu'on mettrait ici. Puis là, ensuite, ça, c'est qu'est-ce qu'on reçoit. Cash, ça. Plus le restant, ça sera échelonné sur le long terme. Fait qu'on l'actualise au débit. C'est un actif, hypothèque à recevoir. Puis ensuite, on vend le terrain puis l'usine. Fait qu'il faut les décomptabiliser, ça c'est sûr. Fait que là, normalement, on crédite le coût puis on débite l'amortissement accumulé pour les IMO corporels. Mais là, ici, c'est pas un IMO corporel. C'est un actif non courant détenu en vue de la vente. Puis eux, on les amortit pas. Fait qu'on n'aura pas d'amortissement accumulé à supprimer. On supprime juste le coût de l'usine et le coût du terrain, puisque les actifs non courants détenus en vue de la vente, on les amortit pas à partir du moment qu'ils sont classés comme actifs non courants détenus en vue de la vente. Fait que là, on supprime usine, terrain. Fait que là, il faut se demander c'était quoi leur valeur comptable. On les a comptabilisés à 369 puis à 49 000. 369 000 l'usine, fait crédit 369. On le supprime de notre livre parce qu'on le vend. Le terrain, on le supprime de notre livre, on le vend, fait crédit 40 000, c'est la valeur qu'on y avait donnée à l'actif non courant détenu en vue de la vente. Puis là, après ça, on se demande s'il y a un écart entre les débits et crédits. Fait que là, j'ai pas fait l'hypothèque à recevoir, mais ça serait 435 000. Hypothèque à recevoir. Fait que là, ça c'est le privé. 435 000 ici. Puis là, on fait le total des débits, total des crédits. Puis là, on a reçu un profit ou une perte. Fait que là, sur aliénation. Ah, on peut le faire. Ouais, on peut le faire. Ok, attends. Ok, fait qu'on a... On a... Ouais, ça...
435 000. Le I, c'est... on est à 3%. Ah, attends. Les I, c'est 3% par année, sauf que le N, c'est par semestre. Fait que 3% par année, ça revient à combien par semestre, par période de 6 mois? Fait que c'est 1,5% le I. Vu que les N, c'est des semestres, puis le I était par année, il faut ramener le I sur la même base que le N, fait en semestre, à chaque 6 mois, fait qu'il sera 2 fois plus bas si c'est sur 6 mois. Fait que ça, N semestre, V, I, PMT, ouais, 15 000 par semestre. N, fait que là, N semestre dit inversement semestriel égaux de 15 000 chacun. Ouais, ça c'est... Je comprends pas pourquoi c'est pas marqué. Attends, juste voir le solutionnaire avant de se casser la tête. 435 000. Peut-être qu'à recevoir. Ouais, normalement, ça devrait être marqué, ça, je comprends pas. Puis j'ai pas le calcul. Parce que sinon, 435. Attends. Non, FV 450. Ok. Fait que mettons, je fais 450 000 FV divisé par 15 000 PMT, ça me donnerait, mettons, 30 semestres. Fait que je vais l'essayer dans la calculatrice financière, voir si ça donnerait la bonne réponse. Pour le PV. J'ai pris le FV. Attends, j'ai mis 400... Attends, 450 000. Ok, attends. J'ai mélangé. Attends, 450 000. Non. Attends, il n'y a pas de 450 000. Attends, 435 000. Parce que eux, attends. Non, ok, ils n'ont même pas fait d'actualisation. Je comprends pas. 435 000. Versant comptant de 165 000 et solde de 435 000 garanti par une hypothèque. Plus intérêt au taux de 3% par année. Ouais. Parce que c'est vrai que 435 000, moi j'aurais dit genre future value. Je sais pas comment tu l'avais vu, Ariel. Ouais, ça c'est... Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait le calcul parce que c'est vraiment mélangeant. La façon qu'ils l'ont dit, c'était plus comme si c'était une future value. Parce qu'ils nous ont pas dit et solde de 435 000 actualisé. Ils ont pas dit que c'était actualisé. Moi, c'est comme ça que je le voyais aussi. Puis c'est rare que je. Moi, je trouve qu'ils l'ont mal formulé, mais écoute, c'est un exercice du MGVDL, fait que c'est pas comme ça que votre enseignante va le formuler, I guess, mais. Ouais. Moi, je trouve. Je suis d'accord avec toi, Ariel, j'aurais mis future value. Mais en tout cas, tu sais, ils ont même pas fait le calcul, fait que rendu là, écoute, c'est pas grave, là, je veux dire. C'est techniquement, il faudrait actualiser, mais eux, ils ont fait comme si c'était 435. Ils ont assumé que c'est déjà actualisé. Écoute, peut-être que... Je pense que l'énoncé, il manquait de précision rendu là. Mais en tout cas, c'est... Parce que moi, je le dis sincèrement, je trouve que ça manque de précision. Mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de maîtriser le sujet des... De toute façon, c'est l'écriture du 1er janvier qui est plus importante. Ouais, là, ce serait le début caisse. Ouais. Ouais, profit ou perte, ouais. Ouais. Ouais, exactement. C'est plus ici, peut-être qu'à recevoir, il manque d'informations. Moi, j'aurais voulu l'actualiser. Mais je pense que, en tout cas, c'est pas sûr pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais peu importe.
L'important, c'est de comprendre. Puis, je suis d'accord moi, je suis d'accord avec Ariel que je l'aurais actualisé. C'est marqué comme ça, je pensais pas que c'était actualisé. Mais peu importe, fait que dans le fond, pour la vente, c'est important de se rappeler que quand on vend des actifs non courants détenus en vue de la vente, c'est que l'amortissement accumulé, ils n'en ont plus aucun. Quand on a fait le reclassement, on a supprimé l'amortissement accumulé qu'il y avait jusqu'à date. Puis à partir du moment qu'ils sont détenus en vue de la vente, ils ne cumulent plus d'amortissement accumulé. Fait que quand on va les revendre, ben, on ferait juste créditer le coût. On ne débitera pas d'amortissement accumulé. Puis là, ici, il manque juste soit profit ou perte, parce que pour égaliser l'écriture, il faut mettre un profit. Mais c'est ça. Ici, on a juste crédité usine, crédité terrain, puis on a supprimé la valeur qu'on avait donnée dans le compte en vue de vente. 369,40 000. Fait que c'est important de ne pas mélanger les valeurs. C'est plus pour ça, mais c'est juste ça dans le fond. Yes. Alright. Ouais, mais je te dirais que ouais, il y a beaucoup d'exercices du MGVDL qui, tu sais, les énoncés, c'est court, fait que des fois, ça porte à confusion. Mais en tout cas, fait qu'ici, on voit c'est quoi l'écriture qu'il faut faire quand on a des actifs non courants détenus en vue de la vente, puis après, c'est quoi l'écriture quand on le vend, ça a été en dessous. Puis là, l'autre sujet qui est important, c'est les activités qui sont abandonnées. Ah, ok. Ben, si vous êtes pressé, on peut le faire rapidement, puis... Ouais. Ok, ok, ça marche, parfait. Ok, ok. Fait que dans le fond, je vous montre juste des notes que moi j'avais prises pour le DES CPA. Dans le fond, sur le IFRS 5, IFRS 5, c'est quoi? Ça traite des activités abandonnées puis des actifs non courants détenus en vue de la vente. Fait que là, mettons, pour les actifs, les IMO qu'on veut reclasser comme des actifs non courants détenus en vue de la vente, il faut premièrement qu'on prévoit le vendre, puis après que les 6 critères suivants soient atteints. Fait que dans le fond, qu'il y a un engagement de la direction, qu'il y a un programme de vente activement, un prix raisonnable, que ce soit probable qu'on va le vendre dans la prochaine année, puis que... Ouais, fait que dans le fond, les 6 critères qui sont ici, s'ils sont atteints en même temps, l'IMO corporel, par exemple une usine, on va le reclasser comme un actif non courant détenu en vue de la vente, puis on va arrêter de l'amortir à partir du moment qu'il est détenu en vue de la vente. Comme on a fait à l'exercice précédent. Fait que quand mais en tout cas, votre prof, je pense qu'il est plus théorique que Joël, fait que peut-être que les critères, c'est bon à apprendre pour vous. Fait que ça, c'est les critères pour... c'est IFRS 5, paragraphe 7 puis 8, si vous voulez aller voir par vous-même, c'est les critères. Puis, concernant les activités... Ah ouais, vas-y. Ouais. Ouais. En utilisation. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est un scénario qui est un peu plus complexe, mais ça, ouais. Mais de ce que je comprends, c'est qu'elle veut que vous retraitez l'amortissement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est quand il y a eu du yo-yo dans les décisions. Ouais. Mais en règle générale, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on avait un IMO corporel qui est selon l'IAS 16, qui dit, l'IAS 16, il dit, tu as soit la méthode du coût ou la méthode de la réévaluation pour tes IMO corporels. Si tu prends la méthode du coût, à chaque clôture, tu l'amortis. Puis si tu as des indices de dépréciation, tu fais un test de dépréciation après. Puis là, quand on reclasse avec IFRS 5, les 6 critères sont atteints, c'est un actif de long terme détenu en vue de la vente. On arrête d'amortir à partir du moment qu'il est détenu en vue de la vente. Puis si, mettons, entre-temps,
la VNR elle descend, ben on peut comptabiliser une dépréciation par la suite. Fait que mettons, on arrive à la clôture, puis là, nos actifs qui sont détenus en vue de la vente, on dit, OK, leur valeur comptable, c'est ça. Puis là, mettons, à cause qu'il y a eu des prix vraiment défavorables sur le marché, que les prix ont descendu, on pense qu'on pourra le vendre à un montant moins élevé que prévu, bien, on vérifie combien qu'on pourrait avoir au VNR à la clôture actuelle. On compare avec la valeur comptable. Si la valeur comptable est trop haute, on va la diminuer à la clôture. Fait que l'ajustement à la VNR peut se faire pour les clôtures suivantes tant qu'il n'est pas vendu. Tant qu'il n'est pas vendu, on ne veut jamais que la valeur comptable soit plus élevée que la VNR à la clôture. Fait que c'est possible qu'à la clôture, on revérifie si la valeur comptable est plus grande que VNR, puis on ajuste. Tant que c'est pas vendu, on veut pas que la valeur comptable soit plus grande que VNR. Puis sinon, pour les activités abandonnées, il y a deux scénarios possibles. Scénario 1, c'est une composante que l'entité s'est séparée. Fait que par exemple, qu'elle a vendu une filiale, ben, c'est tout simplement une activité abandonnée. On abandonne la filiale, on la vend. Puis l'autre possibilité, c'est que, par exemple, on a une filiale qu'on l'a classée détenue en vue de la vente, puis qu'il faut qu'il y ait ensuite, en plus de ça, un des trois critères suivants qui est atteint. Puis si, soit le critère 1 ou le critère 2 plus un des trois critères en dessous du critère 2 est atteint, bien dans les deux cas, c'est une activité abandonnée. Fait qu'il faut que ce soit 1 ou le critère 2 plus un des trois suivants. Puis si c'est le cas, si une activité qui est abandonnée, qu'est-ce qu'on fait, c'est que le résultat avant impôt de la division qu'on a abandonnée, on va l'exclure du bénéfice net des activités qui ne sont pas abandonnées. Fait qu'à l'état du résultat, on aura le bénéfice net pour les activités qui sont poursuivies. Puis en dessous, on aura une ligne supplémentaire qui va dire bénéfice net pour les activités abandonnées. Fait qu'on va séparer les bénéfices nets entre les activités abandonnées puis pas abandonnées dans le cas qu'on a une activité abandonnée durant l'exercice. Fait que pour ça, est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Là, je l'ai expliqué rapidement, mais... OK. Fait que, mettons, la première possibilité pour dire qu'une activité abandonnée, c'est le critère 1. Si, mettons, moi, je suis une entreprise, une grosse entreprise, puis moi, je détiens une petite entreprise, une filiale. Puis si je décide, cette filiale-là, que je veux la vendre, je la veux plus, je la vends, bien, activité abandonnée, il y a deux scénarios. Le scénario 1, c'est que moi, une composante dont l'entité s'est séparée. Fait que moi, je suis la société mère ici, puis je me suis séparé de ma filiale, je l'ai vendue à quelqu'un. Ben, je me suis séparé. Fait que la filiale, c'est une activité abandonnée. Ça, c'est la première possibilité. C'est que j'ai vendu une division de mon entreprise, par exemple. Je m'en ai séparé, fait que je l'ai vendu, par exemple. Ça, c'est une activité abandonnée. Puis l'autre possibilité, c'est que c'est pas encore vendu. C'est une composante qui est classée en vue de la vente. Je ne l'ai pas encore vendue, mais par exemple, la division, c'est une ligne d'activité qui est distincte ou géographique distincte. Fait que c'est par exemple, je vends ma division que c'est pour, mettons, coudre des chandails. Mettons, j'ai plusieurs divisions dans mon entreprise. Puis moi, j'ai une division que c'est pour coudre des chandails. Je la mets détenue en vue de la vente. Puis on conclut que c'est une ligne d'activité distincte. Par exemple, j'ai une division dans mon entreprise que c'est pour coudre. L'autre, c'est pour la réfection. L'autre, c'est pour la mise en marché, peu importe. Mais vu que c'est une des lignes d'activité distinctes de mon entreprise, ben il faut qu'un des trois critères, en plus de celui 2, soit atteint pour qu'il y ait une activité abandonnée. Fait que, si le scénario 1 ici, une entité qu'on s'est séparé, par exemple, j'ai vendu une filiale de mon entreprise, c'est une activité abandonnée. L'autre possibilité, c'est que la division, je ne l'ai pas encore vendue, je l'ai mis en vue de la vente, puis que c'était une division qui était importante, qui était distincte ou géographique distincte, etc. Ben, ça répond aux critères d'une activité abandonnée. Fait que dans ce cas-là aussi, c'est une activité abandonnée. Dans le fond, activité abandonnée, c'est les deux ici. Soit que je m'en ai séparé. Par exemple, j'avais une division puis je l'ai vendue. C'est une activité abandonnée. Ah, tu parles de 3 ici. Un des 3 qui... Ouais. Ça ici, tu parles? Les 2.1, 2.2 et 2.3. Ça, c'est plus pointilleux au niveau de la norme. Mais dans le fond, ça revient à dire que, tu sais,
faut que soit le critère 1 ici soit atteint, ou que le critère 2 plus un des trois suivants soit atteint, pour que ce soit une activité abandonnée dans les deux cas. Puis ça dit dans la possibilité 2, on ne l'a pas encore vendu, mais on le détient en vue de la vente, la division, puis que, par exemple, c'est une activité distincte ou géographique distincte, c'est parce qu'il ne voudrait pas qu'on reclasse en vue de la vente des divisions qui sont vraiment pas importantes dans notre entreprise, qui sont même pas, on n'arrive même pas à comme séparer la division du restant de l'entreprise parce qu'elle ne fait pas une activité distincte, ou tu comprends. Fait que la norme, elle veut vraiment que ça soit une vraie division de l'entreprise parce qu'elle veut qu'on soit capable de dire, OK, la division que j'ai abandonnée, c'est quoi son bénéfice net? Que je sois capable de séparer son bénéfice net du restant des autres divisions. Parce que c'est ça le but avec les activités abandonnées, c'est que s'il y en a une, on veut présenter son bénéfice net séparément à l'état du résultat. Fait que si c'est pas une activité distincte ou géographique distincte, on n'arrivera même pas à dire, OK, c'est quoi le bénéfice net de qu'est-ce qu'on a abandonné versus qu'est-ce qu'on n'a pas abandonné. Il faut qu'on soit capable de dire, OK, cet ensemble-là, cette composante-là, on l'abandonne, puis on est capable de dire, OK, cette composante-là, cette division-là, elle faisait des revenus, des charges de ça. Ben, je peux savoir, OK, ben, le bénéfice net des activités abandonnées, c'est ça. Il faut juste que on soit capable de le séparer du restant de l'entreprise, puis que ça soit une division quand même significative de l'entreprise. C'est un peu ça le résumé des critères. Fait que là, le critère 1, c'est ça que ça disait. Il faut que ça soit une activité distincte ou géographique distincte. Par exemple, j'ai une division en France, puis l'autre au Québec. J'abandonne celle en France, ben c'est une division géographique distincte, par exemple. Puis le restant, ben, c'est un peu logique, mais c'est surtout le critère 1 ou 2 qu'il faut checker. Ouais. Pour les activités abandonnées, dans ces deux cas-là, il y aura une activité abandonnée. Fait que là, dans le fond, on va faire un exercice rapide là-dessus, mais c'est très théorique. Fait que si on a une activité abandonnée, quel qui m'intéresse? Ouais. Mais c'est tout similaire, parce que dans le fond... OK. Dans le fond, ça, je l'ai fait l'autre jour dans un tutorat, mais c'est beaucoup de lecture pour, au final, juste conclure sur un truc en précis. Parce que dans le fond, ici, dans le P6, qu'est-ce que ça me dit? C'est que le 30 novembre, la société approuve un plan de vente pour sa seule division. La division est immédiatement disponible pour la vente. Puis l'entreprise continue à exercer ses activités dans les autres divisions. Puis là, dans le fond, ça nous montre que genre... On a deux critères pour les activités abandonnées. Puis là, c'est soit composante dont l'entité s'est séparée ou qui est détenue en vue de la vente, puis que c'est un des trois critères suivants. Fait qu'on retourne dans l'énoncé. Puis là, ça nous dit que on a un plan de vente immédiatement disponible pour la vente. Fait que ça, c'est la deuxième possibilité d'activité abandonnée. C'est quand on ne l'a pas encore vendu, on s'en est pas encore séparé, mais on veut s'en séparer en le vendant. Puis c'est une division qui est distincte. C'est la division débosselage. C'est une ligne d'activité distincte dans l'entreprise. Fait que la deuxième possibilité d'activité abandonnée, ici, on l'a. On a la division débosselage qui est détenue en vue de la vente. Puis c'est une ligne d'activité distincte, c'est la division débosselage. On peut être distincte. Fait que, on a une activité abandonnée, c'est ça qu'on conclut dans le fond avec le premier paragraphe. Fait que là, ici, on a le résultat net de l'entreprise pour toutes ces activités, incluant la division débosselage. Puis là, ensuite, on a le résultat net, mais pour la division débosselage tout seul, de 24 500 bénéfices nets. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ici en B, c'est la solution. C'est que il faut refaire l'état du résultat, mais en séparant le bénéfice net des activités poursuivies du bénéfice net des activités abandonnées ici. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait aussi? C'est que, mettons, on avait initialement le résultat net ici pour toutes les activités. Mettons 1 million de ventes, 500 000 de coûts de vente. Fait que là, dans le fond, on veut que tous les chiffres à l'état du résultat, 780 000,
340 000, ça soit les montants pour les activités poursuivies, puis qu'on met tous les montants pour les activités poursuivies, puis là, en somme, le solde, ça donne le bénéfice net des activités poursuivies, puis on rajoute tout simplement plus ou moins le bénéfice ou la perte nette des activités abandonnées. Puis après, ça donne le bénéfice net final. Fait que dans le fond, on va corriger tous les montants à l'état du résultat. Par exemple, vente. On a 780 000 au lieu de 1 million. Pourquoi? Parce qu'on a exclu, parce que 1 million de ventes, c'était pour toutes les activités de l'entreprise. 220 000 de ventes, c'était pour les activités abandonnées. Fait que là, OK, ben on veut refaire l'état du résultat en excluant les activités abandonnées. Fait que là, les ventes doivent exclure le 220 000 que c'est les ventes de la division abandonnée. Fait que les ventes pour toutes les divisions excluant celles abandonnées, ça va être 1 million moins 220 000. Fait que ça va être le nouveau vente de 780 000. Après ça, on veut le coût des ventes pour uniquement les activités poursuivies. Fait que coût des ventes des activités abandonnées, 160 000, on l'exclut. Fait que là, ça me donne le coût des ventes pour les activités poursuivies seulement, tout ça. Fait qu'on veut tous les montants pour les activités poursuivies seulement. Ça va nous donner un certain bénéfice net pour les activités poursuivies. Puis après, en dessous, on fait tout simplement mettre soit le bénéfice net ou la perte nette des activités abandonnées. Comme on voit ici, on a le bénéfice net des activités poursuivies, qui est le résultat de vente, coût des ventes, marge brute, tout ça. Puis après, on fait juste rajouter bénéfice net des activités abandonnées en dessous. Fait que c'est ça les activités abandonnées, c'est qu'il faut séparer le bénéfice net des activités poursuivies de celles abandonnées. C'est vraiment ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. On vient refaire l'état des résultats. Mais il y a aussi une autre chose ici qu'il faut faire. C'est que si, mettons, on a une activité qui est abandonnée, disons de la division des bosselages, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? C'est que quand on a une activité abandonnée, ça sous-entend que tous les actifs de la division qui est abandonnée sont reclassés comme des actifs non courants détenus en vue de la vente. Vu qu'on abandonne l'activité, ça veut dire qu'on ne va plus utiliser les actifs de cette division-là, on va toutes les vendre. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'était la fin du texte qui restait à faire tantôt. C'est que ça dit que pour la division qu'on va abandonner, la juste valeur des actifs, c'est 350 000 net des coûts de vente. Fait que ça, c'est la VNR. Il nous donne la VNR des actifs, des IMO qu'on a. Il nous donne la valeur comptable des IMO de la division abandonnée de 380 000. Fait que là, ils nous disent, on a une division abandonnée, que ses actifs, en ce moment, leur valeur comptable, c'est 380 000. La VNR de ces actifs-là, de la division abandonnée, c'est 350 000. Puis on sait que si on a une activité abandonnée, ben tous les actifs, on ne va plus les utiliser, on va les revendre. Fait que quand on a une activité abandonnée, il faut faire l'écriture pour les actifs non courants détenus en vue de la vente. Fait que là, si la valeur comptable est plus grande que la VNR, il faut faire le reclassement de IMO à actifs non courants détenus en vue de la vente du montant le plus petit des deux. Fait que là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de faire l'écriture? Là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut... L'écriture est simplifiée ici. Il faut supprimer nos IMO corporels, leur valeur comptable. Ici, ils ne donnent pas l'amortissement cumulé. On fait semblant qu'on a juste un coût de 380 000, pas d'amortissement cumulé. Fait qu'il faut supprimer le coût de nos IMO, puis comptabiliser au débit ces IMO-là, mais détenus en vue de la vente. Le reclassement de tantôt. Fait que là, on commence toujours par qu'est-ce que nous, on donne. Fait que là, quand il y a un reclassement de... Attends, comment... Qu'est-ce que ça dit? Une perte de valeur? Ouais. Exactement. Fait qu'on aura une perte de valeur de 30 000. Fait qu'on peut le mettre dans l'écriture tout de suite. Perte. Valeur. Ok, ça s'en va à l'état du résultat. Perte de valeur 30 000. Puis pour le restant de l'écriture, dans le fond, ben, on supprime
nos IMO corporels, leur coût. Ici, l'énoncé il est vraiment bref, on n'a pas d'amortissement accumulé puis le coût. On nous donne juste la valeur comptable nette, mais on va faire semblant que 380 000 c'est le coût puis il n'y a pas d'amortissement accumulé. Fait IMO corporel coût, 380 000. Fait qu'on a supprimé les IMO corporels qu'on avait, leur valeur comptable. On a comptabilisé la perte de valeur entre la valeur comptable et la VNR. Puis là, les IMO, on les recomptabilise en débit, en actifs non courants détenus en vue de la vente. Fait que, à quel montant qu'on va les comptabiliser? Les IMO corporels détenus en vue de la vente à l'actif ici. Exactement. Fait que ça, ce serait l'écriture à faire, parce que vu qu'on a une activité abandonnée, ça veut dire que, ça c'est implicite, là, je vous le dis, dans le fond, il faut le savoir, c'est que quand on a une activité abandonnée, ben logiquement, les actifs, on ne va plus les utiliser, on va les vendre. Fait que faut aussi faire le travail des activités, de reclasser les IMO corporels en actifs non courants détenus en vue de la vente, c'est une activité abandonnée, pour les actifs de la division qui est abandonnée. Fait que ça serait ça l'écriture ici, pour faire amener les IMO corporels en actifs non courants détenus en vue de la vente. Puis le deuxième travail à faire, c'est de refaire l'état de résultat de l'entreprise, mais les ventes, les coûts des ventes, tout ça, uniquement pour les activités abandonnées, ce qui va donner le bénéfice net des activités poursuivies. Puis en dessous, on rajoute tout simplement bénéfice net des activités abandonnées, qu'on calcule distinctivement, puis on vient juste plugger en dessous du bénéfice net des activités poursuivies. Fait qu'on vient séparer les deux bénéfices nets. C'est la deuxième chose qu'on fait avec les activités abandonnées. On vient retraiter l'état du résultat. Fait que c'est très théorique, les activités abandonnées. Il y a juste une écriture à faire, c'est pour les actifs, les IMO corporels qu'on reclasse comme détenus en vue de la vente, puis qu'on effectue. Fait que that's it dans le fond. Ouais.